Merde! Un Airbus A320 s'écrase près du mont Sainte-Odile. DA, votre position? Il y a des survivants. J'ai paniqué, j'ai cru que j'allais mourir brûlé. Mais ils sont loin d'être tirés d'affaire. En effet, il fait très froid et personne ne sait exactement où ils sont. L'avion peut être n'importe où. On s'attend à ce genre de cas de figure dans la jungle ou dans la forêt tropicale, mais pas dans une zone fortement peuplée. Avant de commencer à chercher les causes de l'accident du vol Air Inter 148, les enquêteurs doivent d'abord localiser l'appareil. « 20 janvier 1992. Le vol ITF 148 Delta Alpha d'Air Inter vient de décoller de Lyon. 124 décimales 95, merci. Le commandant de bord Christian Eke et l'officier pilote de ligne Joël Chérubin totalisent à eux deux plus de 12 000 heures de vol. Ils assurent un vol court-courrier entre Lyon et Strasbourg. Air Inter, dont la clientèle se compose principalement d'hommes d'affaires, met l'accent sur la ponctualité. Ces équipages tiennent donc à éviter tout retard, comme l'explique un ancien pilote de la compagnie, Gérard Arnoux. On était réputé pour la rapidité de notre temps de rotation. Plus on volait vite, mieux on était payé. On a fait 35 minutes de vol. 41 minutes. Les deux hommes sont aux commandes d'un Airbus A320, un des avions de ligne les plus performants de sa génération. Avant le décollage, l'équipage programme le pilote automatique pour l'atterrissage sur une piste de l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Le poste de pilotage est très différent de celui des autres appareils. Il est équipé d'afficheurs à cristaux liquides et non plus analogiques. Strasbourg, bonjour. Distance service 0,5. Niveau de transition 50. Vent du 0,40 pour 18 nœuds. Visibilité 10 km. Un enregistrement de l'aéroport d'Ensheim notifie à l'équipage une modification. En raison du vent fort et du mauvais temps hivernal, l'avion va devoir se poser sur la même piste, mais dans l'autre sens. C'est la 05 en service. Ce qui ne correspond plus aux données rentrées dans le pilote automatique. La 05. Qu'est-ce qu'il passe comme vent? 18 nœuds. 18 nœuds. Ce changement de dernière minute ne plaît guère au commandant de bord. Pas de chance. Il pensait emprunter la piste 23 qui fournit au pilote automatique une approche ILS. Mais la piste 05 est bordée par un relief accidenté qui risque de bloquer le passage des signaux radio envoyés à l'avion. Si on fait la procédure 05, eh bien... Christian Eke suggère un compromis. Je vais mettre la 23, sinon je pourrais pas faire la percée ILS. Donc, il programme le pilote automatique pour qu'il dirige l'avion en direction de la piste 23. Mais une fois à proximité de l'aéroport, il prendra lui-même les commandes et évoluera à vue pour un atterrissage en piste 05. Mais la 23? Oui. D'accord. Mes
mesdames, messieurs, nous commençons notre descente. Nous vous demandons de bien vouloir regagner votre siège. Nicolas Kourias est étudiant. C'était une journée sans histoire. J'allais retrouver ma petite amie à Strasbourg. J'étais donc très heureux. Reçu 854, direct GTQ, niveau 140, contactez Reims. Delta Alpha, Strasbourg. Ouais, on envisagerait de procéder Sierra Echo, faire un ILS avec une indirecte pour la 05 ensuite. L'aiguilleur du ciel de Strasbourg étudie l'option du commandant et lui signale qu'il y aura certainement un retard compte tenu du trafic important. Étant donné qu'on va avoir 3 décollages en 05, vous risquez d'attendre dans le stack à 5000 pieds. On va pas s'amuser à descendre comme ça plein pot. Ils avaient prévenu à l'avance, mais là... Delta Alpha, Strasbourg. J'écoute. Conscient de l'irritation du commandant, le contrôleur propose son aide. Si vous voulez, je peux vous prendre au radar pour vous amener à Andlo à 5000. Andlo est un point sur l'approche de la piste 05 qui aide les pilotes à s'aligner pour l'atterrissage. Ah ouais? C'est bon. Ok. Alors, virez par la gauche au cap 230. Bien reçu. Par la gauche, cap 230. Voilà, ça vous fera gagner du temps. La piste 05 ne permettant pas de faire toute l'approche au pilote automatique, le commandant de bord doit lui-même calculer l'angle de descente. Ça fait... 3 degrés 3. Donc 3,3 c'est tout à fait normal, oui, c'est un angle normal et ça permet de rattraper doucement la bonne pente. Voilà. Oui, mesdames, messieurs, nous continuons notre descente. Le vol entre Lyon et Strasbourg a été très court, 45 ou 50 minutes je dirais. Il ne s'est rien passé de spécial, tout était comme d'habitude, rien d'extraordinaire. Merci. Vous virez par la gauche, un cap 90. 090. Le contrôleur fait faire un dernier virage à l'avion pour qu'il s'aligne sur la piste d'atterrissage qui se trouve à 25 km. C'est alors que le copilote remarque que l'A320 dévie légèrement de son axe d'approche. À l'intérieur, là. Il aurait fallu que tu ouvres au 070. Oui. Au moins. Le contrôleur l'a lui aussi remarqué. Air Inter, Delta Alpha. L'avion ne s'est pas calé sur Andlo, le repère artificiel d'alignement sur la piste. Delta Alpha, travers droit Andlo. Malgré tout, le contrôleur autorise l'atterrissage. Autorisé à l'approche finale VOR DME 05. Delta Alpha. Le commandant de bord entame la procédure d'atterrissage. Flaps vers 2. Flaps vers 2. Flaps à 2. Gear down. Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques minutes. Christian Ecke remarque que l'avion vole trop vite. Il déploie les aérofreins. Ces derniers perturbent l'écoulement d'air sur les ailes et la traînée qu'il crée permet de ralentir. Attention qu'ils ne descendent pas. Sur l'axe. Le copilote est surtout inquiet de leur positionnement horizontal. Il a été au 60. Mais avant que les pilotes ne puissent rectifier leur trajectoire... Merde! Et à votre position. Air Inter, Delta Alpha, Strasbourg.
L'A320 a percuté le flanc du mont Lablosse. Léa, votre position? Le vol a disparu de l'écran radar et ne répond plus aux appels radio. Aussitôt à Ensheim, l'alerte est déclenchée. Voilà le dernier contact. L'avion était à 20 km de l'aéroport. Savoir où se trouve l'avion est plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, les données du radar de l'aéroport ne sont pas enregistrées. La radiobalise de détresse de l'avion n'a émis aucun signal. Et chose étonnante, aucun témoin n'a vu l'avion s'écraser. L'avion peut être n'importe où. La zone de recherche s'étend sur plus de 20 km² de forêt, non loin de Strasbourg. Par miracle, Nicolas Kourias ne souffre que de blessures sans gravité. J'ai détaché ma ceinture, je suis sorti, j'ai essayé de trouver ma valise dans le coffre à bagages, mais il n'y avait plus de coffre. Je me suis rendu compte que j'avais survécu à un accident d'avion. Il y avait du feu devant moi et j'ai paniqué, j'ai cru que j'allais mourir brûlé. Je suis allé vers le fond de l'avion, enfin, ce qu'il en restait. J'ai trouvé d'autres survivants. Venez, ça va sauter! J'avais peur que ça explose, je paniquais. L'air est saturé par l'odeur du kérosène. Les survivants s'éloignent de l'épave en flammes. On est restés ensemble pour attendre l'arrivée des secours. Ils ignorent encore que cette attente va être interminable. Notre première réaction après le crash, ça a été de nous dire que dans la demi-heure, ou au pire dans l'heure qui suivrait, les secours arriveraient. Mais ça n'a pas été le cas. Et pour cause, 1 heure après le drame, les autorités n'ont toujours aucune idée d'où se trouve l'avion. Les survivants doivent donc endurer un nouveau calvaire. Résister à des températures inférieures à 0. 2h30 après la disparition du vol ITF 148 Delta Alpha, la situation n'a guère évolué. Nul ne sait où est l'A320. La tension est de plus en plus palpable lorsque le BEA, le Bureau Enquête Accident, envoie sur les lieux son chef adjoint, Jean Pariès. Immédiatement, j'ai appelé mes 2 principaux enquêteurs et on a mis une équipe en place. On s'est préparé pour se rendre sur le site dès qu'il serait localisé. L'attente paraît interminable. C'était étonnamment long. On s'attend à ce genre de cas de figure dans la jungle ou dans la forêt tropicale, mais pas dans une zone fortement peuplée comme les environs de Strasbourg. Ne voyant pas arriver les secours, Nicolas Kourias retourne à l'intérieur de l'épave pour chercher d'autres rescapés. Je pense que certains de ceux qui sont morts auraient survécu si les secours étaient arrivés plus rapidement. Près d'1 millier de personnes se lancent à la recherche de l'avion disparu. Mais 3 heures après le drame, il reste introuvable. Alors que Nicolas Kourias s'enfonce dans la forêt, il tombe sur une équipe de télévision qui cherche l'appareil. Mais ne voyant pas d'épave, les journalistes se montrent sceptiques. Ils ne s'attendaient pas à ce que des gens s'en soient sortis. Il faut me croire! Ils refusaient d'admettre que j'étais un survivant. Pourtant, j'en étais bien, vous pouvez me croire. Mon visage était tout noir à cause de la fumée et du kérosène. Venez!
Finalement, les journalistes acceptent de le suivre. Et ils découvrent 8 autres rescapés. Enfin, les secours arrivent. L'accident a eu lieu près du sommet du mont Saint-Odile, à 823 mètres d'altitude et à 19,5 km du seuil de piste. Ils nous ont trouvés au bout de 4h30 de recherche. C'était n'importe quoi. J'étais très déçu de constater qu'on n'était qu'à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg et que personne n'avait pu nous trouver. Au total, 87 passagers et membres d'équipage, dont le commandant de bord et le copilote, ont trouvé la mort. Les survivants commencent à raconter leur histoire, mais aucun ne peut expliquer pourquoi l'avion s'est écrasé. On descendait, et puis ça partait dans tous les sens. Hein. Je sais pas, on a dû toucher les arbres. Hein. Enquêteur au NTSB, l'équivalent américain du BEA, Bob McIntosh arrive à son tour sur les lieux. Le BEA a compris que l'attention du monde entier allait se concentrer sur cet accident, même s'il s'était produit sur le territoire français. Sa direction a donc réuni une équipe internationale de spécialistes pour participer à l'enquête. Jean Pariès, bienvenue dans l'équipe. La priorité numéro 1, c'est la récupération des boîtes noires. On n'a pas les enregistreurs. Ces 2 appareils se trouvent dans la queue de l'avion qui est encore en flammes. Et tout retard pour les dégager pourrait avoir des conséquences désastreuses. On se demandait dans quel état serait la bande qui était à l'intérieur. Est-ce qu'on pourrait l'exploiter? Est-ce qu'on obtiendrait les renseignements cruciaux dont on avait besoin? En plus d'une enquête administrative menée par le BEA, les accidents d'avion font également l'objet d'une enquête judiciaire. L'accès au site est donc interdit par des gendarmes tant que les boîtes noires n'ont pas été récupérées. Je revois encore les hommes de la gendarmerie des transports aériens qui étaient en faction et qui nous tenaient à distance de l'épave. Ils étaient très soupçonneux à l'égard des observateurs internationaux. Il vaut mieux attendre. Ils n'aimaient pas qu'on prenne des photos, ce qui nous a surpris. Lors d'un accident précédent survenu en France, celui d'Absheim en 1988, les enquêteurs ont attendu 10 jours avant de remettre les boîtes noires à la police. D'aucuns ont ensuite prétendu qu'elles avaient été trafiquées. C'est pourquoi cette fois, les forces de l'ordre tiennent les enquêteurs à distance. Je me souviens avoir vu l'enregistreur de paramètres au milieu des braises rougeoyantes. Mais je n'ai pas pu intervenir et dire qu'il fallait le mettre à l'abri le plus vite possible pour qu'il refroidisse. Sitôt récupérées, les 2 boîtes noires sont envoyées à un laboratoire d'analyse. Les enquêteurs espèrent qu'il n'est pas déjà trop tard. Elles avaient été exposées à une forte chaleur. Elles avaient l'air brûlées. On découvre l'Airbus disloqué à 500 mètres. Le lendemain, à la lumière du jour, les enquêteurs découvrent les premiers indices sur les lieux du drame. Et ils comprennent pourquoi la radiobalise de détresse n'a pas envoyé de signal. Elle avait été détruite par l'impact. Placée dans le poste de pilotage, la radiobalise est censée se déclencher en cas d'accident. Qu'elle ne l'ait pas fait laisse supposer que l'impact a été très violent. On a tout de suite eu l'impression que la descente avait été anormalement brutale. Les enquêteurs examinent les moteurs pour voir s'ils ont calé avant l'impact. Si les aubes sont courbées et si une grande quantité de bois a été aspirée à l'intérieur du réacteur, on peut en conclure que les moteurs fonctionnaient correctement. C'est exactement ce que les enquêteurs constatent. À l'évidence, les moteurs fournissaient de la puissance. Pourtant, l'avion s'est écrasé dans le massif vosgien sans envoyer de signal de détresse. Les enquêteurs du BEA sont perplexes. Ils espèrent que la boîte noire qui a enregistré les paramètres va leur permettre d'élucider le mystère. Ce modèle d'enregistreur était un modèle qu'on savait parmi les plus résistants. C'était le haut de gamme en la matière.
Ces appareils sont conçus pour résister à une température de 1100 degrés pendant une demi-heure. L'enregistreur à bande qui est à l'intérieur est protégé par un compartiment rempli d'eau. Lorsque l'enregistreur chauffe, l'eau se vaporise. Elle absorbe l'énergie qui est rejetée par un petit orifice pratiqué dans le boîtier anti-choc. Mais en ouvrant cette boîte noire, les enquêteurs sont dépités. L'enregistreur de paramètres était complètement fichu. C'était impossible de lire quoi que ce soit. Il avait chauffé pendant plus d'une demi-heure. Et il n'avait pas été conçu pour résister à une exposition aussi prolongée à la chaleur. On était très déçus. Désormais, l'unique espoir de récupérer les paramètres, c'est le QAR. Cet enregistreur est utilisé par le personnel de maintenance de certains exploitants pour analyser des vols, et il enregistrait en partie les mêmes informations que l'enregistreur de paramètres. Contrairement aux boîtes noires, il se trouve près du poste de pilotage. Les enregistreurs QAR ne sont pas protégés. Ils sont à l'avant de l'avion, généralement dans la soute électronique. Et la plupart du temps, ils sont détruits par l'impact. Les enquêteurs ont d'abord la bonne surprise de constater que cette fois-ci, le QAR a résisté. Mais quand ils y regardent de plus près, ils doivent déchanter. Les 20 derniers centimètres de bande étaient brûlés et déformés, abîmés, à tel point qu'on ne pouvait les lire avec aucun appareil. Déterminés à récupérer le maximum de renseignements, les enquêteurs misent sur une technique expérimentale, la lecture optique par grenat, qui permet de faire passer une lumière à travers une couche de grenat. On utilise cette pierre, le grenat, pour visualiser les impulsions magnétiques enregistrées sur la bande. Cette lentille spéciale permet aux techniciens de faire la différence entre les impulsions négatives et positives qui sont ensuite converties en éléments binaires ou bits. Il y a 768 bits par seconde. Ça fait beaucoup de 1 et de 0. Donc il faut faire très attention et être très précis quand on fait défiler la bande sous la couche de grenat, pour être sûr de n'oublier aucun bit ou de ne pas lire le même deux fois. C'est difficile. L'analyse des données est encore plus méticuleuse. Il a fallu presque une journée pour lire une seconde d'enregistrement. Mais toute seconde récupérée pouvait contenir un élément crucial. Récupérer tous les éléments de l'enregistreur QAR pourrait prendre des semaines. Pendant ce temps, l'enquête se concentre sur l'enregistreur phonique. Il se trouvait juste au-dessus de l'autre boîte noire. L'enregistreur phonique n'était qu'à quelques centimètres, mais à l'extérieur des cendres et balayé par de l'air frais. Donc il a résisté. Je vais mettre la 23. L'agacement du commandant s'est manifesté très tôt pendant le vol. Tu mets la 23 ? Oui. Les enquêteurs savent qu'un atterrissage sur la piste 05 nécessite de faire une approche classique. Ça signifie que les pilotes reçoivent un guidage électronique qui ne concerne que le positionnement horizontal, c'est-à-dire à droite et à gauche, mais aucun concernant l'altitude. L'approche classique est nettement moins précise. Ce n'est pas vraiment difficile, mais c'est moins confortable. La 05 ? Qu'est-ce qu'il passe comme vent ? 18 nœuds. L'approche classique impose également un surplus de travail au pilote. Ce dernier est manifestement inquiet à l'idée de se poser sur la piste 05. 148 Delta Alpha, vous êtes numéro 1 pour la VOR DME 05. 05, 05, 05. Nautique ? Ça passe pas. C'est beaucoup d'inquiétude pour une approche classique. Se demandant quelle peut être la cause d'autant de stress, les enquêteurs se penchent sur la formation des pilotes chez Air Inter. Ils découvrent que la plupart d'entre eux n'étaient pas très bien formés à l'approche classique sur le nouvel A320.
je pense qu'il aurait fallu avoir un training doublé par rapport à un avion classique. Les enquêteurs demandent à la compagnie des archives concernant l'historique des approches de piste effectuées par les pilotes. Ils sont surpris par ce qu'ils découvrent. Christian Ecke s'était posé à Strasbourg d'innombrables fois, mais jamais avec un A320 en effectuant une approche classique. On va pas s'amuser à descendre comme ça plein pot. De toute évidence, il n'avait pas très envie de procéder à un atterrissage qu'il n'avait encore jamais exécuté. Le commandant se demandait s'il allait y arriver en un minimum de temps avec un minimum de retard. On a fait 35 minutes de vol. Le copilote, lui, ne voulait pas commettre d'impair et énerver son collègue. Au moins. Des recherches plus approfondies dans l'historique des pilotes font apparaître autre chose. Si les deux hommes totalisaient à eux deux plus de 12 000 heures de vol, ils n'étaient aux commandes de l'A320 que depuis peu de temps. 05 en service. Les professionnels de l'aviation ont mal compris l'ampleur des changements inaugurés par le nouvel Airbus A320. Le commandant de bord ne compte que 162 heures sur A320 et le copilote seulement 61. Derrière le scénario de cet accident, il y a un problème de confiance. La confiance au sein de l'équipage et la confiance en l'appareil. 18 nœuds. Pas de chance. Ils n'étaient pas préparés pour voler dans ce genre de conditions. Ils avaient prévenu à l'avance, mais là... Les enquêteurs arrivent à la conclusion que la formation des pilotes a été insuffisante. Mais ça ne peut pas être la seule explication. Merde! En cherchant d'autres facteurs, les enquêteurs s'intéressent notamment aux échanges avec le contrôle aérien. Si vous voulez, je peux vous prendre au radar pour vous amener à Andlo à 5000. Ah ouais, c'est bon. Alors aussi, l'équipage ce soir-là, quand on lui a proposé un radar Vector, il était content parce que ça diminuait sa charge de travail. Virez par la gauche un cap 90. Avec l'aide du contrôleur, cet atterrissage aurait dû être très simple. Mais lorsque le BEA reconstitue la trajectoire de l'avion, grâce aux renseignements fournis par les différents radars entourant l'aéroport, il s'avère qu'une grave erreur a été commise. Le 090 suivi depuis ici 090. ne les a pas conduits vers Andlo. Le dernier guidage radar transmis par le contrôleur était incorrect. Mais ici, merci. Plus près du massif. Ils ont dévié de leur axe parce qu'ils ont suivi le cap fourni par le guidage radar. Ils se sont retrouvés trop courts. C'est à l'intérieur là. Il aurait fallu que tu ouvres au 070. Ouais. Autre source d'interrogation, l'emploi d'une mauvaise phraséologie de la part du contrôleur pour avertir les pilotes qu'ils se déportaient vers la droite. Delta Alpha, travers droit Andlo. Du point de vue des pilotes, l'avion était à gauche de la piste, pas à droite. Ça n'a donc pu qu'ajouter à la confusion. Le contrôleur, en fait, il a fait un poor guidance, un mauvais guidage. Et il n'a pas utilisé la phraséologie standard. Les enquêteurs rédigent une recommandation afin que l'utilisation de termes tels que travers droit ou travers gauche pour indiquer à un équipage sa position par rapport à un repère soit éliminée de la pratique. Cette erreur du contrôleur a fait se rapprocher l'avion du relief. Virez par la gauche un cap 90. 090. Malgré tout, les enquêteurs ont la conviction de ne pas avoir reconstitué toute l'histoire. Entamer une descente dans une situation pareille n'est pas foncièrement anormal. Flaps vers 2. Flaps vers 2.
Ça n'est pas quelque chose de quotidien, mais ça ne sort pas des tolérances prévues par cette approche. Gear down. En étudiant la reconstitution de la trajectoire, les enquêteurs découvrent quelque chose de plus inquiétant que l'erreur dans le positionnement horizontal. En contournant le relief, l'avion a inexplicablement entamé une descente aussi brutale que rapide, particulièrement dangereuse. Ça représentait environ 2,5 fois le taux de descente normal. À cette altitude, c'est mortel. Sans cette descente brutale, ils auraient évité la montagne. Si la trajectoire verticale avait été correcte, ils n'auraient pas eu le moindre problème. Découvrir la raison de cette descente brutale est donc la clé qui permettra de comprendre pourquoi 87 personnes ont trouvé la mort à bord d'un des avions les plus performants de l'époque. Autorisé à l'approche finale, VOR DME 05. La descente a été entamée à 18 h, 19 minutes et 38 secondes. Delta Alpha. C'est le point de non-retour. En étudiant la trajectoire de l'avion, les enquêteurs constatent que cette brusque descente a commencé 60 secondes avant l'accident. Delta Alpha. Rien sur l'enregistreur phonique n'indique qu'elle a été voulue. Pourquoi a-t-elle eu lieu? Comment se fait-il que l'équipage n'ait rien remarqué? Mystère. Garder un œil sur l'altitude semble tomber sous le sens. L'altimètre indique en permanence l'altitude de l'avion. C'est un instrument très fiable. Sa précision est de l'ordre d'1,50 m à 3 mètres. Ne pas en tenir compte serait une erreur gravissime. Laps vers 2. L'équipage n'a fait qu'une seule allusion à la descente. Attention qu'ils ne descendent pas. Elle est intervenue 16 secondes avant le drame, au moment où le commandant de bord venait de déployer les aérofreins. L'avion accélérait de manière anormale, et le commandant a commencé à se rendre compte que le taux de descente clochait. Mais le copilote lui parle alors d'autre chose. On arrive sur l'axe, un demi-point de l'axe. Là, voilà, il a été au 60. Ouais. Il a attiré l'attention du commandant sur le positionnement latéral, alors que c'était le plan vertical qui était le plus inquiétant. Mais aucun d'eux ne s'en est rendu compte. Ils pensaient qu'ils allaient sortir des nuages, qu'ils verraient la piste et qu'ils n'auraient pas besoin de faire une approche aux instruments. Il a été au 60. Mais l'avion n'est jamais sorti des nuages. Comme on dit en aviation, il y a des rochers cachés dans les nuages. Il semble clair que l'équipage ne surveillait pas suffisamment son altitude. Mais un mystère subsiste. Quelle est la cause de cette descente tragique? Après plusieurs mois de travail, les enquêteurs vont peut-être enfin avoir la réponse à cette question. Tous les paramètres de vol exploitables enregistrés par le QAR ont été récupérés. On avait hâte d'avoir tout ce qui serait lisible. Les données confirment que juste avant l'impact, l'avion filait vers le sol à un taux extrêmement élevé, 3300 pieds, soit 1000 mètres par minute. Elle confirme également que l'angle de descente était dangereusement fort. Il était nettement supérieur aux 3,3 degrés entrés par le commandant de bord dans le système informatique de la 320. Ça fait une sacrée différence. Les enquêteurs se demandent alors si le pilote automatique n'a pas connu de défaillance. A-t-il ignoré la pente de descente raisonnable sélectionnée par Christian Ecke et précipité l'avion dans un plongeon mortel? Dans quel état il était avant l'accident? Malheureusement, la boîte de commande FCU, dans laquelle se trouve le pilote automatique, est trop endommagée pour apporter une réponse précise. On n'a jamais pu dire si le FCU de cet avion avait, oui ou non, fonctionné correctement. Cependant, en analysant les paramètres, les enquêteurs remarquent quelque chose.
il constate une similitude entre deux chiffres clés, la vitesse verticale de l'avion, 3300 pieds par minute, et le FPA, l'angle du plan de descente prévu, 3,3 degrés. C'est une coïncidence? En simulateur, Jean Pariès effectue un test. Faites-moi faire une descente de 3300 pieds par minute. Il suppose que cette similitude n'a rien d'une coïncidence. Le pilote automatique dispose de deux modes de descente. Le mode FPA pour l'angle de descente et le mode VS pour la vitesse verticale. Or, les deux sont indiqués dans la même fenêtre d'affichage et 3300 pieds est abrégé en 33. Maintenant, un angle de descente de moins 3,3 degrés. Sur cet avion, le problème, c'était que les deux valeurs apparaissaient dans la même fenêtre et qu'elles étaient entrées avec le même sélecteur. 3 degrés 3. Moins 3,3 degrés. L'enquêteur soupçonne l'affichage d'avoir induit Christian Ecke en erreur. Donc, on pourrait facilement se tromper, non? On peut facilement confondre les deux modes si on ne fait pas attention. Si le commandant n'a pas appuyé sur le sélecteur de mode, entrée 33 n'aurait pas fait adopter à l'avion un angle de descente raisonnable de 3,3 degrés, mais lui aurait fait suivre un taux de descente très excessif de 3300 pieds par minute. Deux mois après ce drame, un avion d'Air Inter entame une descente trop brutale vers l'aérodrome de Nantes pour exactement la même raison. Les pilotes n'ont découvert le problème qu'en sortant des nuages. Eux aussi avaient confondu les modes FPA et VS. Ils ont eu la chance de sortir de nuages qui étaient bien plus hauts, ce qui leur a laissé le temps de rectifier le problème. Une enquête révèle que d'autres pilotes ont eu ce problème avec la 320. Beaucoup de gens confondaient les modes, surtout lors de la formation. Mais beaucoup aussi se sont fait piéger après. Pour vérifier le bien fondé de sa théorie, Jean Pariès programme un simulateur avec tous les paramètres connus du vol Delta Alpha 148. Ensuite, il lui fait suivre le même taux de descente que, selon lui, les pilotes d'Air Inter ont entré dans leur ordinateur. Si l'enquêteur a vu juste, le simulateur devrait lui aussi percuter le relief. Mais ce n'est pas le cas. On a oublié quelque chose. Curieusement, ça ne provoquait pas d'accident. Chaque approche survolait l'obstacle avec une marge confortable. On a entré le vent. Donc, on a étudié d'autres hypothèses. Réessayons. Mais virez plus tôt. Mais rien n'était vraiment crédible. Malgré plusieurs tentatives, Jean Pariès n'arrive pas à reproduire l'accident. Incapable d'expliquer pourquoi, il sollicite l'aide de l'avionneur. Après de longues recherches, un employé d'Airbus fournit à Jean Pariès une explication concernant un élément méconnu du pilote automatique. En situation d'urgence, lorsque l'avion doit changer rapidement de direction, le pilote automatique est programmé pour inverser la direction à 2 fois le taux normal. Cette réaction est beaucoup plus rapide, surtout dans les cas où l'avion descend et qu'on demande au pilote automatique de monter, ou lorsque l'avion monte et qu'on demande au pilote automatique de descendre. On a aussitôt réexaminé les données à la seconde où la descente a été demandée par l'équipage. Gear down. Les enquêteurs découvrent une funeste coïncidence. Malheureusement, on a constaté qu'à cette seconde précise, il y a eu une turbulence. Il y a eu un effet ascensionnel. Il est très léger, mais il est ici. Cette turbulence passagère fait légèrement monter la 320. Elle a fait monter l'avion à plus 600 pieds par minute de vitesse verticale, pendant une demi-seconde environ. C'est pendant cette demi-seconde que l'équipage a entamé la descente.
Mais le pilote automatique l'a interprété comme une urgence qui nécessitait que l'avion perde de l'altitude à toute vitesse. Ça pourrait être ça. Cette perspective est lourde de conséquences. Une simple bourrasque qui se serait manifestée à un instant crucial a-t-elle provoqué la mort de 87 personnes? Ça arrive. Ça a été l'accident. Cette théorie explique tous les aspects du drame. La confusion par rapport à l'affichage 3 degrés 3. a fait descendre l'avion dangereusement près du mont Sainte-Odile. Les turbulences et une mesure de sécurité méconnue l'en ont encore rapproché. Et la combinaison a été fatale. C'est un exemple fascinant quant à l'importance du hasard. Une demi-seconde plus tôt, ou plus tard, et il n'y aurait pas eu d'accident. La découverte de ce problème d'affichage concerne l'ensemble du secteur aérien. Les avions qui étaient équipés de cette avionique, comme le DC-10, le MD-11, le 747 et toute la gamme Boeing, ainsi que les avions de transport régional, tous ces avions étaient vulnérables. Les enquêteurs doivent répondre à une question cruciale qui concerne la sécurité aérienne dans le monde entier. Si l'interface du pilote automatique n'est pas modifiée, combien de personnes risquent de trouver la mort? Et si leur vie est en danger, c'est simplement à cause d'un problème de fenêtre d'affichage des modes FPA et VS qui a induit le pilote en erreur. 3 degrés 3. On a senti qu'il fallait que le secteur travaille là-dessus. Le consortium européen Airbus réagit aussitôt. Le principal changement, qui a été effectué très rapidement, a été la modification de la fenêtre d'affichage. Sur la nouvelle, si le pilote sélectionne une vitesse verticale de 3300 pieds, les 4 chiffres apparaissent. La confusion entre un angle et une vitesse verticale n'est plus possible. Un seul mystère subsiste encore. Tous les A320 sont équipés d'un système de sécurité appelé GPWS, un avertisseur de proximité de sol. C'est un radar braqué vers le sol qui a pour seule fonction de dire au pilote à quelle distance de la terre ferme il se trouve. Et lorsque l'avion est trop bas, une alarme se déclenche. Attention qu'il ne descende pas. Mais cet avertisseur ne s'est pas déclenché pour une raison toute simple. Son A320 n'en était pas équipé. La première question a été pourquoi l'avion n'en était pas équipé. Ça ne fait pas partie de la liste d'équipements? La direction d'Air Inter avait décrété qu'elle n'aimait pas les fausses alarmes envoyées par le GPWS. Normalement, les avions, et c'est le cas aujourd'hui, volent à 250 nœuds en dessous de 10 000 pieds. Et nous, on continuait à voler à 340 nœuds jusqu'en approche finale, quoi, pratiquement. Donc, un GPWS ne pouvait pas fonctionner dans ces conditions parce qu'il générait des fausses alarmes. Bien que légale, cette décision a privé les pilotes d'un dernier moyen d'éviter l'accident. C'est pas possible d'imaginer un instant que les pilotes n'auraient pas remis la gaz. C'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait tout le temps un GPWS sur les avions de ligne. Ouais, c'est une conclusion évidente.
Le rapport présentera les causes suivantes. L'ergonomie du poste de Les pilotage. enquêteurs concluent que plusieurs causes ont conduit à l'accident du vol Delta Alpha 148. La catastrophe du Mont Saint-Odile est le résultat d'une combinaison malheureuse de nombreuses défaillances du secteur du transport aérien. On a fait, je crois, 35 recommandations, portant entre autres sur la formation des pilotes et sur le GPWS. Ces recommandations nécessitent des modifications radicales. Les pilotes doivent être mieux formés avant de prendre les commandes d'un A320. De pilote, je crois qu'il y a c'est 300 heures, il me semble, sur l'avion. Et donc, ils ont estimé que 300 heures, c'était suffisant. Chatelain, quand il parlait de 800, il parlait d'un niveau d'expertise. Autre changement, la conception d'une boîte noire plus résistante au feu. La FAA, l'aviation civile américaine, a fait des études portant sur les caractéristiques thermiques des incendies provoqués par les accidents. Elle est parvenue à une température de 260 degrés pendant 10 heures. DA, votre position? Air Inter, Delta Alpha, Strasbourg. Suite à cet accident, l'A320 est devenu un avion plus sûr. On ne peut procéder à de tels changements que si les gens sentent qu'il y a une bonne raison de les faire. Et malheureusement, la bonne raison, ça reste un accident. En tout état de cause, les améliorations technologiques devront toujours s'accompagner d'une formation de qualité pour les équipages. On dit dans le métier qu'il ne faut jamais laisser un avion vous emporter dans un endroit où votre cerveau n'est pas allé au moins 5 minutes plus tôt. Et cet accident est emblématique de ce qui arrive quand un équipage ne respecte pas cet adage.